La chaleur autour du méchoui qui cuit pendant des heures, les immenses tablées familiales, l'accent pied-noir chantant, l'odeur des melfoufs et des poivrons grillés. Tout ça, c'est une partie de mon enfance. Et tout ça, c'est aussi un héritage de l'Algérie, d'où vient la famille de ma mère. Comment cet héritage pied-noir peut être une source de tabou et de nostalgie à la fois ? Qu'est-ce qui reste de l'Algérie dans ma famille 60 ans après ? Et leur histoire, est-ce qu'elle laisse des traces dans les générations suivantes ? Comment la famille a vécu le départ ? Et comment vivait-il au fait, là-bas ? J'ai questionné ma famille. Ils m'ont confié des bouts de leur vie et des récits qui recoupent l'histoire avec un grand H. Pendant des mois, j'ai plongé et j'ai été happée par cette histoire. Ce podcast, c'est une partie des réponses aux questions que je me posais sur ma famille, sur les pieds noirs en général, sur la mémoire et la transmission. Je suis Laurence Bottin et vous écoutez la série Ma famille pieds noirs. C'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est que papa et maman n'ont jamais beaucoup parlé d'Algérie. Avez-vous à boire et à manger, hein ? Ce que j'ai vécu, moi, je vais vous le raconter. Je trouve que, évidemment, les pieds noirs avaient quand même des idées un peu arrêtées. Et c'est moi qui lui remets le bouquet de fleurs à De Gaulle. Bon, après, on sait ce qui s'est passé, hein. On longeait sur un trottoir en ville et on entendait des mitraillettes. Quand on est arrivé, on n'a pas sauté au plafond, hein. Et du coup, toi, tu te sens quoi ? Ben moi, je suis pied noir et corse du français. D'avancer, quoi. Moi, je pense que j'ai gardé la culture du terrain, de la terre, de cultiver, d'avancer comme ça. Cet épisode s'intitule « Pourquoi le départ ?» Le nombre d'habitants en Algérie sous domination turque avant 1830 est impossible à établir. Certains parlent de 3 millions, mais cela ne repose sur aucune source sûre. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'avant la colonisation française, l'Algérie rassemble notamment des populations d'origine judéenne, berbère, arabe, des musulmans et des juifs. On fait démarrer le début de la colonisation française en 1830. 1830, c'est l'année de la destitution du Dey d'Alger. Mais la conquête par l'armée française a été longue et violente. Elle a notamment été marquée par des combats et des révoltes dans différentes régions, par exemple en Kabylie ou dans le Constantinois. Dans le même temps, des populations européennes viennent s'installer en Algérie. Elles viennent de France, d'Italie, de Malte et d'Espagne principalement. Elles émigrent souvent à la recherche d'une vie meilleure ou à la suite d'événements spécifiques comme l'échec de la Révolution française de 1848 ou la perte par la France de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine en 1871. Et ma famille alors, d'où venait-elle ? Et que cherchait-elle en partant pour l'Algérie ? C'est bien sûr la première question que j'ai posée à ma mère. Du côté de papa, donc son propre père, donc Maurice, qui était né en Haute-Savoie, n'était pas l'aîné de la fratrie. Et donc, il n'avait pas pu garder les terrains familiaux pour pouvoir continuer l'élevage et la fabrique de reblochons. Mais du coup, lui, il avait été obligé, une fois marié, de partir à Chamonix, je crois, pour être employé de la SNCF. Je ne sais pas exactement ce qu'il faisait dans la SNCF, mais bon. Lui, ce qu'il aimait, c'était la terre. Et cette vie-là, je pense que ça ne lui convenait pas. Donc, au moment, dans les années 1920, du coup, quand l'État français a proposé des lots de colonisation en Algérie, lui, il a été très tenté, sachant qu'il avait déjà fait son service militaire au Maroc et que je pense que ça lui avait plu. Voilà.
Donc il a été attiré et puis je pense que sa femme était courageuse de le suivre. Ils avaient déjà 3 enfants, 2 ou 3, je sais pas, je m'en rappelle plus. Donc voilà, ils sont partis en 1900, dans les années 26-27 pour s'installer mais ils avaient décidé de partir à plusieurs en fait. Ils se connaissaient à plusieurs membres de la famille, cousins, etc. Voilà, donc ils formaient un petit groupe et je pense que ça les a aidés, ça leur a donné du courage pour partir aussi parce que c'était pas évident à l'époque. Et du côté de ma maman, comme elle avait des origines espagnoles du côté de sa maman, donc je pense que c'était plus du sud de l'Espagne, hein. Donc c'était pour fuir la misère, qu'ils se sont réfugiés vers de nouvelles terres. Et du côté du père de ma maman, donc mon grand-père maternel, lui, il était plus d'origine alsacienne, donc c'était plutôt pour fuir l'occupation allemande. Voilà, mais beaucoup plus avant. Donc du coup, du côté de ma mère, ils étaient en Algérie bien avant que ceux du côté de mon père. Plutôt même 1870, tu crois ? Ah je pense, oui. Moi, je crois. Mon oncle Pierre donne davantage de détails. Il est plus âgé, il a davantage de souvenirs et il a questionné la famille à ce sujet. Le départ en Algérie, il a eu lieu du côté de ma mère. C'était le père, les grands-parents de ma mère qui sont partis en Algérie en 1871, à la suite de l'invasion de l'Alsace par les Allemands. Donc mon grand-père, Daniel Becker, il est déjà né en Algérie, lui. Et donc il s'est trouvé là-bas. Et du côté de ma grand-mère, je crois qu'elle est partie, elle était enfant. Il venait d'une région d'Espagne qui s'appelle Murcia. Et voilà, donc ils se sont connus là-bas. Et mon grand-père, il n'était pas propriétaire, et lui, il était gérant. Daniel Becker, il était gérant d'une grande propriété. Voilà, il était gérant sur une grosse ferme là-bas, de gros propriétaires, qui, je pense, étaient vraiment des colons. Alors que mon grand-père, c'était un salarié. C'est marrant, tu dis colon. Colon, ça veut dire quoi ? Non, c'est des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui ont investi et acheté des propriétés là-bas. Alors que, par exemple, tu prends notre grand-père Richard, tu peux pas dire que c'est des colons, c'est plutôt des exilés de misère, quoi. Parce qu'ils sont partis, ils avaient pas grand-chose et c'est pour ça qu'ils sont partis, pour essayer de s'améliorer. C'était pas des placements d'argent, c'était pour améliorer leur sort. Ouais. Okay. Pour moi, l'idée c'est ça, quoi, qui me reste. Okay. Ouais. Et donc le grand-père Richard, il est parti là-bas parce qu'ils étaient sur la ferme en Haute-Savoie. C'était un des aînés, c'était l'aîné d'ailleurs, la ferme en Haute-Savoie. Et il est parti parce que ses parents étaient toujours en activité, ils avaient d'autres enfants à élever et il n'y avait pas de la place sur la ferme pour faire manger tout le monde. Donc le grand-père Richard, il a démarré, je crois qu'il a fait un peu agent de police à Annecy, un peu chef de gare, quelque chose comme ça. Et après, c'était pas son truc, il était né à la campagne et tout, et ils se sont regroupés à deux ou trois familles, je crois que c'est 3 familles, qui étaient des sœurs, les sœurs Clavel. Hein. Donc ils se sont regroupés et ils ont décidé de partir en Algérie. Pierre utilise le mot colon. C'est logiquement un terme qui revient souvent quand on parle de l'Algérie française. Mais il ne désigne pas dans sa bouche l'ensemble des pieds-noirs, au contraire. Derrière ce mot, il y a la volonté de beaucoup de pieds-noirs de se distinguer des riches propriétaires terriens. Je me souviens que mon grand-père m'avait raconté qu'un colon voisin, un grand homme à cheval, fouettait ses ouvriers agricoles avec une longue cravache. Charmant souvenir. Mais reprenons le fil de mon histoire. D'où est originaire ma famille ? Si je comprends bien, mes arrière-grands-parents venaient de Haute-Savoie, d'Alsace et de Murcie en Espagne. Ça m'a donné envie de comprendre le contexte historique de ces régions qui a poussé au départ vers l'Algérie. Le Centre de documentation historique sur l'Algérie, le CDHA, a pour mission entre autres de conserver et valoriser les archives historiques sur l'Algérie. Sur son site internet, on trouve pas mal d'informations sur l'émigration des Alsaciens lorrains en Algérie. Si je résume, il y a eu 2 vagues d'émigration. La première entre 1830 et 1871, qui représente environ 22 000 personnes. Cette vague est due à une forte pression démographique, une crise économique et la famine de 1847 dans la Meurthe. À ce moment-là,
l'émigration vers les États-Unis est plus fréquente que vers l'Algérie, et cette dernière n'est pas ouverte à tous. L'article du CDHA explique. Le gouvernement exige des futurs colons la possession d'un pécule suffisant pour permettre leur installation et éviter qu'ils ne tombent à la charge de l'administration locale. La justification de telles ressources est l'une des conditions d'obtention du passage gratuit et d'un titre de concession. Depuis 1841, la somme minimum est fixée à 1200 francs par famille. En 1851, elle est élevée à 1500 francs et en 1854, elle est portée à 3000 francs. Les terres allouées aux premiers colons en fonction du quotient familial et de la disponibilité sont de 4 à 12 hectares. C'est insuffisant, compte tenu de l'état inculte d'une grande partie de ces terres. De ce fait, certains délaissent la concession, changent d'activité ou rentrent au pays. Cet échec est de l'ordre de 50% par endroit. La seconde vague d'émigration des Alsaciens lorrains, entre 1871 et 1904, est la plus connue, mais elle est moins importante en nombre de personnes. Elle démarre avec la cession par la France à l'Allemagne des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle, ainsi que d'une partie du département de la Meurthe. Les habitants ont quelques mois pour choisir leur nationalité. L'article du CDHA explique qu'une loi française de mars 1871 octroie 100 000 hectares de bonnes terres aux personnes émigrantes en Algérie et que celles-ci proviennent en grande partie de séquestres des tribus révoltées de Kabylie en 1871. C'est pourtant à nouveau le continent américain qui attire le plus de migrants, parce que les États-Unis offrent des conditions financières bien meilleures pour le voyage et l'installation. La France décide donc d'améliorer l'attractivité de l'offre algérienne, et un décret d'octobre 1871 permet aux plus démunis de recevoir leurs concessions moyennant un loyer de 1 franc par hectare et par an. Ils deviendront effectivement propriétaires au bout de 9 ans. Les surfaces de terrains accordées étaient en moyenne de 20 à 30 hectares. Mais comme avec la première vague d'émigration, les échecs sont nombreux. Fabienne Fischer, dans Alsaciens et Lorrains en Algérie, résume les choses ainsi. Mauvais recrutement, dépaysement climatique, mauvaise qualité de la terre, sécheresse. Il faut également rappeler que les conditions d'hébergement, la plupart du temps médiocres, tentes ou gourbilles, sont les causes de maladies, fièvres et découragement. Dans le village de La Réunion, par exemple, 18 enfants sur 102 décèdent en l'espace de 3 mois. Ailleurs, ce sont les vieillards que les fièvres emportent. C'est exactement ce que décrit le roman de Mathieu Bellezzi, Un faux pas dans la vie d'Emma Picard. Emma est veuve de guerre dans les années 1860 et elle a 4 fils. Elle se voit offrir des terres agricoles dans le nord de la Kabylie. Emma est un personnage fictif, mais l'auteur s'est inspiré de travaux d'historiens qui rendent cette histoire réaliste, et notamment dans la description de tous les fléaux que cette famille a vécus. Comme tous les livres qui traitent du sujet, ce roman a tourné au sein de ma famille. On était tous contents de le lire et encore plus de le finir. L'histoire d'Emma Picard est atroce. Je comprends des discussions familiales que la vie de mes aïeux alsaciens à la fin du 19e siècle a ressemblé un peu à ça. Beaucoup de travail, beaucoup de malheur et de souffrance, mais une famille qui est restée accrochée à l'Algérie. C'était devenu leur pays. Passons au côté espagnol de la famille à présent. L'émigration depuis l'Espagne vers l'Algérie a débuté dès 1830. Guy Brunet et Kamel Kateb en parlent dans leur publication « Les Espagnols dans la région d'Oran au milieu du XIXe siècle ». Dès 1940, ce sont surtout les régions de Valence, de Murcie et d'Alicante qui génèrent une émigration vers l'Algérie. Ces régions de la côte sud espagnole sont pauvres. Elles sont très peu industrialisées, alors que le début de la mécanisation de l'agriculture aboutit à l'élimination des cultures de subsistance, et donc la perte de leur emploi pour une partie des agriculteurs. En comparaison avec un départ pour les États-Unis, cette fois l'émigration vers l'Algérie semble plus facile, car plus proche, en termes de distance, de climat et de culture. On comprend que ces Espagnols migrants au début de la colonisation étaient surtout des agriculteurs, et je cite ici Brunet et Kateb qui résument. À l'exception de quelques commerçants et artisans, ces migrants venus d'Espagne furent considérés par les colons français comme étant juste assez bons pour exécuter des travaux pénibles et peu qualifiés, comme débroussailler ou faire du terrassement pour les routes à construire. De fait, en Algérie, ces nouveaux arrivants exerçaient souvent des professions particulièrement dures qui deviendront emblématiques. Un peu plus loin, les deux auteurs expliquent que la situation de ces migrants espagnols évolue dans le temps. Et après les années 1880, on assiste à une certaine ascension sociale de cette population d'origine espagnole.
Continuons avec la dernière branche familiale qui vient de Haute-Savoie. Quand on se penche sur l'émigration des Savoyards en Algérie, l'histoire est quelque peu similaire. La Savoie était rattachée à la France en 1861. Avant et après cette date, les départements de Savoie et de Haute-Savoie connaissent des décennies de solde migratoire négatif. C'est une région montagneuse et quasi complètement rurale, dans laquelle il existe un excédent démographique par rapport à une activité agricole d'autosubsistance frugale. Les jeunes gens, pour des raisons économiques, émigrent vers d'autres régions françaises. Au début du XIXe siècle d'ailleurs, je cite un article de la Revue savoisienne qui résume la vision qu'on avait de ces migrants. Le mot savoyard est associé aux fumistes, badigeonneurs et autres ramoneurs et prend familièrement le sens de rustre, sale et sans éducation. Les Savoyards émigrent également vers l'Algérie. Une publication sur les flux migratoires en Savoie et en Haute-Savoie de 1860 à 2015 explique qu'avant 1860, quelques centaines de personnes avaient quitté la région pour l'Algérie. Mais ce mouvement migratoire s'intensifie après 1861 et se poursuivra jusqu'au milieu du XXe siècle. Les migrants sont attirés par les lots de concessions accordés en Algérie. Ils émigrent principalement depuis les vallées d'Eau et de Thône. C'est justement là que mon grand-père est né, dans cette vallée de Thône qu'on connaît aujourd'hui notamment parce qu'elle abrite les stations de ski de l'Aclusat et du Grand Bornand. Voilà, ces familles arrivent en Algérie et se voient attribuer des concessions. Et c'est l'eau de terre que ma famille a cultivée pendant des décennies. Ils n'appartenaient à personne avant leur arrivée. Et eux, ils ont acheté les terres, ils ont acheté un lot de 40 hectares, je ne sais pas si tu connais cette histoire, ils ont acheté 40 hectares avec aux enchères à l'État français en 25, je crois. Et ils étaient obligés de planter 300 arbres et de bâtir une maison dessus, de bâtir dessus. Donc, en 25, quand les grands-pères Richard est parti là-bas, il a acheté à l'État français un lot aux enchères. Mais en tout cas, lui, il a volé les terres de personne, c'est l'État français qui lui a vendu un lot. Après, on ne sait pas d'où elles venaient, ces terres, au final. Oui, mais lui, si tu veux, l'État français, il cherchait des gens à installer là-bas, et il leur vend un morceau. Après, ils ne sont pas rentrés dans les détails, ou qui est quoi, comment, tu vois. Donc, ils étaient obligés de planter des arbres et de mettre une maison. Ouais, et de faire une maison, ouais. Et comment tu sais ça ? Je ne sais plus qui c'est qui me racontait, si c'est Raymond ou mon père. Lors de mes recherches, je ne trouverai pas de réponse précise quant aux propriétaires originels des terres cultivées par ma famille. Je me contente donc des études généralistes qui existent sur le sujet, et notamment du travail d'André Nouchy. André Nouchy était un historien, professeur émérite à l'université de Nice et spécialiste de l'Afrique du Nord. Il a étudié la dépossession foncière en Algérie. Dans son ouvrage « Histoire de l'Algérie à la période coloniale », il résume. En 1962, au moment de l'indépendance, les Européens laissent derrière eux 2,5 millions d'hectares de bonnes terres, alors qu'en 1830, ils n'en possédaient aucun. Pour justifier ce transfert, de bons apôtres ont prétendu que les terres n'étaient pas cultivées. La vérité apparue dans les documents d'archives est tout autre. Les terres ont été enlevées, prises au fellah de différentes façons. L'Algérie a inauguré la première colonisation terrienne. André Nouchy décrit aussi les différentes lois d'exception qui ont été appliquées en Algérie et mises en œuvre grâce à la force que représentait le pouvoir militaire. Ces lois ont permis de déposséder la population qui vivait en Algérie à partir de 1830. Ainsi, la France transfère au domaine de l'État et à des concessionnaires français et européens les terres déclarées sans titre de propriété, par exemple les forêts, où n'existaient que des droits d'usage. André Nouchy parle d'une confiscation qui ne dit pas son nom et aussi d'un divorce total avec l'usage ancestral des paysans algériens qui ne possèdent qu'un droit d'usage sur les terres. Ces terres sont collectives et inaliénables, appartenant à une tribu ou à un village. La vague la plus forte de colonisation foncière au Maghreb se situe entre 1870 et 1930, même si, à partir de 1880, les paysans algériens s'efforcent de racheter au prix fort leurs anciennes propriétés. Des dizaines de milliers d'hectares de bonnes terres ont été, entre 1845 et 1870, distribués souvent gratuitement à de grandes sociétés. On peut citer la Société de la Macta et de la Bra, ou encore la Société genevoise ou la Société générale algérienne. Ce qui contraste avec les petites propriétés offertes aux colonies agricoles de 1848, aux Alsaciens et Lorrains qui émigrent en Algérie après 1871. En conséquence, les agriculteurs algériens ont globalement été contraints de migrer vers des terres moins fertiles ou de devenir ouvriers agricoles ou métayers.
Je ne peux pas clore cet épisode sans parler de l'étymologie et de la définition des pieds noirs. Cette expression désigne l'ensemble des Européens qui se sont installés en Algérie. Un doute demeure quant à l'inclusion ou non des Juifs qui étaient présents en Algérie bien avant la colonisation française. Quant à l'origine du mot, l'explication la plus répandue est qu'elle viendrait de la couleur des bottes des soldats français en 1830. Ce serait donc un mot inventé par les Algériens. Pour d'autres, l'expression viendrait des Européens qui utilisaient ce mot pour qualifier la couleur des pieds des Algériens qui allaient pieds nus. On dit aussi que ça vient de la couleur des pieds des Européens qui foulaient le raisin pour en faire du vin. Ce qui est plus certain, c'est que les Européens d'Algérie ne se définissaient pas comme pieds noirs. Ils ont été appelés ainsi dans les années 50-60, probablement par les Français de métropole. Ce n'est qu'après qu'ils ont repris à leur compte cette expression. Et c'est curieux de voir que ce terme, qui était certainement péjoratif à la base, a été repris par les pieds noirs eux-mêmes pour s'autodésigner, voire défendre une identité et une culture spécifique. Et c'est ça, cette culture spécifique qui m'intéresse. Comment est-ce qu'elle s'est construite ? Et à quoi est-ce qu'elle ressemblait cette vie là-bas ? Mais ça, c'est pour le prochain épisode.